Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Le top 14 vient de finir et je me disais que pour conclure cette saison 2023-2024, on pouvait faire une sorte de bilan du top 14, équipe par équipe, une sorte un petit peu de conseil de classe où je mettrais les bonnes notes, les appréciations, je pense que ça peut être un petit peu intéressant. Et puis je propose qu'on termine la vidéo avec le 15 de la saison. Le but de cette vidéo c'est que ce soit participatif, j'ai pas regardé tous les matchs de top 14, j'ai pas regardé toutes les équipes avec la même attention, c'est pas possible, voilà, quand j'ai une vie à côté aussi du top 14, donc le but c'est de donner mon avis, et si vous avez un avis différent, si vous avez d'autres points de vue, le but c'est que vous les mettiez en commentaire et qu'on puisse un peu discuter de tout ça. On va pouvoir commencer, mais juste avant, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à m'écrire un petit commentaire, ça soutient énormément la chaîne. On va commencer par le bas de tableau, Oyonnax. Fin de saison assez logique, mais plutôt décevante au final quand on regarde comment elle avait commencé. Les Oyomen ont longtemps réussi à se maintenir autour de la 11e, 12e place, avant de plonger totalement, passer la 12e journée, où là ils ont quasiment pas quitté la zone de relégable. On peut néanmoins saluer le beau jeu pratiqué par les Oyomen, qui ont mis l'accent sur un rugby de mouvement. C'est assez curieux parce que ce qui caractérise l'équipe de d'Oyonnax d'habitude, c'est surtout son jeu d'avant, sa conquête, sa solidité de son pack. Et là, je trouve qu'ils ont eu un jeu qui était assez ouvert. 13e place, Montpellier. Bon clairement le cancre de ce classement. On a l'impression qu'ils ne se sont jamais réveillés de leur titre de 2022. Avec l'effectif et les moyens engagés, ils peuvent pas jouer autre chose que la qualif, c'est pas possible. Pour moi et pour tout le monde, c'est un énorme flop. Ils ont même le record de défaites d'affilée, soit 8 matchs perdus successivement de la 2e à la 9e journée. Patrice Colazo n'a pas réussi à créer l'électrochoc, Laporte non plus, je trouve que ça n'a pas apporté vraiment grand chose. En plus, ils ont aussi failli louper la marche contre Grenoble en match de maintien. Vraiment, fallait pas grand chose pour que la pièce bascule de l'autre côté. En fait, je suis désolé, je peux pas être tendre, je peux être que dur avec une équipe qui a autant de moyens engagés, autant de talent sur la feuille, mais qui gâche autant son potentiel, d'autant plus qu'elle fait le choix d'avoir recours à des joueurs qui ont tous des casiers, entre les Chaluro, les Hungpatin, les Awas et j'en passe, même les Stuart Hogg qui va arriver. Franchement, ça signe vraiment une mentalité que je n'apprécie pas du tout dans le rugby. En 12e place, Bayonne, après un renouveau dans l'élite plutôt réussi la saison précédente, on se souvient qu'ils avaient presque échoué aux portes de la qualif, ils auraient pu y croire un moment, et cette saison, on pouvait en attendre mieux. On sentait que le club avait des ambitions plus grandes que le simple maintien, en atteste le recrutement de joueurs un peu plus stars, comme l'Australien Rhys Hodge, mais qui s'est malheureusement blessé assez tôt et qui n'a quasiment pas joué de la saison. Bayonne a longtemps gravité dans la zone des potentiels qualifiables, en restant à portée de tir de la 6e place, mais la saison a été très longue, le championnat use beaucoup, et le fait d'avoir enchaîné 3 défaites entre la J20 et la J22, ça les a cloués à la 12e place du championnat. Mention spéciale à Camille Lopez, qui certes n'a pas été aussi dominant que la saison passée, ça a été une saison un peu plus compliquée pour l'ancien Clermontois, par contre il termine 2e meilleur réalisateur du championnat avec 227 points inscrits, c'est quand même un bon tour de force. En 11e place, Lyon, pour moi un peu le même sentiment que le MHR, pas aussi fort tout de même, mais il y a quand même du gâchis. Parce qu'il y a beaucoup de moyens, il y a du beau monde sur la feuille de match, il y a des internationaux, il y a des mecs comme Radradra qui sont censés faire monter le club à un niveau au-dessus, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de mal à faire jouer tout ça de manière cohérente. Et c'est clairement une régression par rapport aux saisons précédentes où ils arrivaient à se qualifier, là franchement cette saison ils ont été fantomatiques. Bref, on les attend ailleurs et je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux. En 10e place, Perpignan. Quel chevauché. L'USAP a été l'une, si ce n'est l'équipe la plus touchée par les absences dues à la Coupe du Monde, ce qui explique son très mauvais départ avec 4 défaites enchaînées lors des 4 premières journées. Un temps en lanterne rouge, l'équipe catalane a réussi un véritable tour de force en deuxième partie de saison. Dans le sillage des Tulagi, Veredamou et McIntyre, les Catalans se positionnent comme l'une des meilleures équipes de la phase retour, allant même jusqu'à taper aux portes de la qualif dans les derniers instants. C'est un sentiment d'inachevé donc pour l'USAP parce que cette 10e place elle est pas payée au vu de leur phase retour, mais leur faux départ dû à l'absence de nombreux internationaux durant la Coupe du Monde a coûté trop cher pour que Franck Azema et ses hommes puissent espérer mieux en fin de saison. Mention honorable tout de même pour ce groupe qui n'a rien lâché et qui s'est battu jusqu'au bout en pratiquant aussi, il faut le dire, un jeu très agréable à regarder. Les gros encouragements du jury pour moi, attention tout de même aux débordements et aux problèmes de comportement parce que voilà, il y a eu des soucis avec les supporters catalans cette saison et je pense que le club va devoir réagir pour éviter que ça se reproduise et que ça nuise à l'image du top 14 et de l'équipe perpignanaise. En 9e place, Pau. Les Béarnais avaient si bien commencé, c'est trop dommage. Sur le podium pendant 8 journées, allant même jusqu'à occuper le rôle de leader, la section a fait un super départ. Dans le souffle de Simons, le joueur anglais, meilleur réalisateur du championnat, les Verts et Blancs auraient dû se qualifier, mais un petit coup de moins bien après l'hiver et surtout le retour des internationaux dans leur club après le tournoi a fait que ça a été un coup trop préjudiciable pour pouvoir espérer mieux. Ils échouent donc à une décevante 9e place, à 2 points seulement de la 6e place qui est synonyme de qualif. Ensuite, 8e place,
Clermont. Que la saison fut longue et éprouvante pour Christophe Furios et ses hommes. Arrivé l'an dernier suite à son limogeage de l'UBB, le manager occitan n'a pas encore mené son projet à maturité. Son bilan victoire-défaite est pile poil à l'équilibre, 12 défaites pour 12 victoires, et on sent que le chantier est encore en cours en Auvergne. Capable du meilleur comme du pire, les Clermontois ont tout de même laissé entrevoir de belles éclaircies. Ce fut l'une des rares équipes à rester invaincue face au Stade français, et il faut aussi saluer, hors top 14, que leur parcours en Challenge Cup est tout à fait honorable. J'espère qu'ils vont continuer à progresser et que la saison prochaine sera signe de davantage de maturité. En 7ème position, à la frontière de la qualif, Castres. C'est une saison qui a été curieuse, je trouve, pour les Ternais, parce que même s'ils ont passé 14 journées en position de qualifiable, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment parlé du CO comme un véritable prétendant au titre, ou du moins à être dans les 6. Ils ont fait un très bon début de saison avant de s'endormir progressivement juste avant la phase retour, et il faut dire qu'ils ont enchaîné 2 séries de 4 défaites consécutives qui ont été presque fatales au club tarnais. Parce que ça, clairement, en top 14, ça pardonne pas. A noter cependant l'évolution du jeu castrais, qui était souvent caricaturé comme un jeu d'avant, un jeu pénible, un jeu chiant à regarder, avec juste des joueurs rugueux batailleurs qui sont forts dans le combat. Là, je trouve que cette saison, notamment avec un jeu un peu plus fidjien, avec les Kokagi, avec les Nakarawa, Nakosi, etc., on a vu beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de liberté. Aussi, l'ailier Nathanaël Huleux n'y est pas étranger, ça a été un super joueur cette saison, et c'est pour ça qu'il est appelé avec l'équipe de France pour l'Argentine. Et c'est pas le seul d'ailleurs, parce qu'en tout, il y a 4 castrés qui sont appelés dans le groupe. En 6ème place, on rentre dans les qualifiés, le Racing. Malgré sa qualif et le fait qu'il ne soit jamais sorti du top 6 cette saison, j'ai trouvé le Racing plus que décevant. C'est un club qui emploie une telle débauche d'énergie, de moyens, de communication, pour au final très peu de résultats. Ok, il y a beaucoup de talent sur la feuille, il y a beaucoup de grands noms sur le terrain, mais ils ont bien failli passer à côté cette année, puisque tout s'est joué sur la dernière journée avec un bonus défensif arraché à La Rochelle. On va passer sur l'échec de Sia Colissi, qui est normal, je pense que le type est rincé, il joue sur un genou, faut aussi se dire qu'avant la Coupe du Monde, je crois que moins de 6 mois avant la Coupe du Monde, il se fait les croisés, il a une opération un peu hybride qui lui permet de tenir, et là le type il arrive rincé, il faut qu'il s'adapte à la France, il y a tout à découvrir, et je pense qu'on en a un peu trop fait avec lui, alors que c'est pas le joueur qui le fait gagner des matchs Colissi, c'est un joueur avec une aura de leader certes, mais parce qu'il a une figure assez importante en Afrique du Sud. En France ça l'est un peu moins, enfin il est plus transparent et c'est normal. Pour moi on sent surtout que sans le Garec, l'équipe elle tourne pas rond, et le problème c'est qu'entre le 15 de France et ses blessures, il a été absent pas mal de temps, et surtout dans les moments qui comptent, dans les matchs à élimination directe. Je suis un peu circonspect par l'arrivée prochaine d'Owen Farrell, parce que je pense que le type est plus haut niveau depuis longtemps et je vois pas trop ce qu'il va apporter au Racing. Ouais, en fait, je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre où est-ce que va le Racing. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de souffle, pas beaucoup d'engouement, qu'il n'y a pas beaucoup de suivi derrière le plan de jeu de Stuart Lancaster, qui a l'air d'être un manager qui est très dur, qui est très intransigeant et qui laisse pas beaucoup paraître ses émotions par rapport à ses joueurs. Donc je sais pas comment ça se passe dans l'intimité du vestiaire, mais ça a pas l'air d'être drôle du côté du Racing. Et j'ai trouvé leur barrage perdu face à l'Union Bordeaux-Bègles très pauvre rugbystiquement, et il faut vraiment qu'ils se reprennent en main l'an prochain. En 5ème place, La Rochelle, là aussi une drôle de saison pour les Maritimes. Ils ont été touchés assez durement par les suspensions, par les blessures, par les appels en équipe de France et pour les autres équipes internationales, et donc ça n'a pas été simple. D'autant plus que je les ai trouvés vraiment fourbus, fatigués, endoloris après 2 grosses saisons en sur-régime à vouloir se qualifier sur les 2 tableaux. Et oui, ok, ils ont eu 2 titres, par contre on sent que le contre-coup là il est en train d'arriver, le groupe est vieillissant aussi, les Botias, Kelton, Danty, ils arrivent plutôt vers la fin de leur carrière, ils sont plus proches de la fin que du début. Le point d'orgue pour moi étant ce match perdu à Bordeaux juste avant la fin de la saison, où on sent qu'ils sont cramés physiquement et que c'est compliqué de se remobiliser. Ils finissent pourtant par se qualifier, ce qui n'était pas dit, et surtout ils m'ont impressionné lors de leur barrage à Mayol, où ils éteignent Toulon assez rapidement. Dans un stade bouillant pourtant acquis à la cause du RCT, ils ont vite éteint les ardeurs des Rouges et Noirs, et je trouve que c'était peut-être leur match référence de la saison. Ils dominent aussi Toulouse une mi-temps en demi, mais ils se sabordent complètement en début de seconde, et tout ça alors que le stade toulousain subissait physiquement leur domination, notamment en conquête. Au vu de la physionomie de la saison, je trouve que 5ème et demi-finaliste, c'est très bien, c'est même assez inespéré au vu des aléas de la saison. Par contre, je suis sûr que cette demi leur laisse un gros goût d'inachevé. En 4ème place maintenant, Toulon. À entendre les supporters du RCT, j'avais l'impression que le Toulon, ça allait exploser cette saison, que c'était vraiment une équipe moisie, etc. Pourtant, c'est la première fois depuis 2018 qu'ils atteignent les barrages. Donc Mignoni ne doit pas faire un si mauvais taf que ça finalement. Il y a eu un vrai départ poussif, c'est vrai. Par contre, ils ont assez rapidement, après quelques journées, réussi à se mettre dans le top 6 et à y rester. Parce qu'en fait, si on regarde les stats, une fois qu'ils sont montés dans le top 6, ils ne sont redescendus que 2 fois
dans la saison, sinon ils ont tout le temps été qualifiables, donc c'est plutôt très positif. Ils finissent à une 4ème place plus que méritée, ils n'ont pas été épargnés par les blessures et les méformes de Serein, de YCA et de Villiers, et je trouve qu'ils ont même trouvé un vrai souffle de ce qui faisait la force de Toulon, c'est leur pack conquérant, et Garbizi, très bonne pioche de l'avoir chopé au MHR. Il leur manque cependant l'expérience des phases finales, je viens de le dire, on l'a vu en barrage où ils ont été pris assez rapidement par des Rochelais bien plus expérimentés qu'eux. Bon, en 3ème place, je sais qu'ils ont fini 2ème, attention, je vous vois les Parisiens, mais je vais parler de Paris d'abord et Bordeaux en 2ème place parce qu'ils sont vice-champions. Donc là vraiment, c'est un pari qui a été réussi pour l'Habit et Guézal pour leur première saison à la tête du Stade français. La saison n'a pas été sans heurts, les joueurs ont parfois pesté contre le plan de jeu et contre la dureté des entraînements, mais force est de constater que cela a payé au final. Je trouve que le Stade français a vraiment passé un cap parce que c'était une équipe qui était taguée par son irrégularité. Si tu pensais inconstance, tu pensais Stade français, et là cette saison ils ont vraiment passé un cap là-dedans, dans le travail, dans la rigueur, et franchement bravo à eux. Ils ont construit leur plan de jeu sur la conquête, sur la force de leurs avants, sur la défense, et du coup ça a été un jeu ultra dépossessif, parfois assez ennuyeux à regarder. Vraiment, des fois, c'était juste taper dans le ballon et attendre que l'autre fasse une erreur. Les partenaires de Joris Second ont réussi plusieurs coups de force cette saison en renversant le cours des matchs dans les dernières minutes. Hélas pour eux, ça n'a pas suffi face à Bordeaux. Alors oui, il y a eu des décisions arbitrales qui sont discutables, je suis d'accord. Par contre, quand ton plan de jeu se résume juste à rendre le ballon au pied en espérant que Bordeaux fasse une erreur, le problème c'est que ça suffit pas dans les matchs coup près où il faut avoir plusieurs cordes à son arc, ce que le Stade français n'avait pas cette année. Mais je pense que maintenant ils peuvent capitaliser sur ce qu'ils ont appris cette saison, sur ce qu'ils ont construit pour développer un peu plus de jeu et devenir une équipe encore plus redoutable. En 2ème place, même s'ils ont fini 3ème, je le disais, c'est l'UBB. Là pareil, vrai pari réussi pour ce nouveau staff, celui de Yannick Bru, doté de l'une, si ce n'est la ligne de 3/4 la plus séduisante du championnat sur le papier. Leur début de saison fut cependant un peu poussif avant de véritablement décoller au milieu de l'automne. Notamment, ce qui a véritablement lancé l'équipe, c'est cette série de victoires, de 5 victoires d'affilée, de la 8ème à la 12ème journée. C'est à ce moment-là qu'ils se sont révélés avec un pack de plus en plus aguerri et de plus en plus rugueux, notamment grâce à Benta Meifuna, ce qui a permis ensuite de libérer leurs 3/4 et de créer un véritable jeu hyper attrayant. Ils ont dominé assez largement le Racing en barrage, ensuite ils ont vaincu leur bête noire, le Stade français, qui les avait battus 2 fois cette saison, avant de totalement s'écraser en finale face à Toulouse. J'en ai parlé dans mon débrief, allez le voir si c'est pas le cas, je vais pas revenir dessus, c'est déjà assez douloureux. C'est dommage d'avoir sombré à ce point-là en finale, les félicitations du jury. Par contre, attention au relâchement de la dernière ligne droite. Et premier au-dessus de tout le monde, Toulouse, quelle saison royale. Le club rouge et noir a dominé les débats de la tête et des épaules cette saison. Mola a parfaitement su manager son groupe pour mener les siens à la victoire. Ils ont passé les doublons sans encombre, vraiment c'était l'un des points noirs du Stade toulousain les saisons précédentes. Là, ça n'a vraiment pas été un problème. Ils ont notamment fait jouer plein de jeunes qui étaient issus du centre de formation. Ce qui est le plus marquant pour moi, c'est quand ils vont battre Montpellier avec une équipe, c'est une équipe C en fait. Enfin, c'est les 3/4, c'est des joueurs qui avaient une ou deux feuilles de match en pro. La plupart même passaient leurs examens de BTS le lundi après. Donc vraiment, avoir tapé Montpellier avec cette équipe-là hyper jeune et de laquelle on n'attendait pas grand-chose, c'est un véritable tour de force et c'est, je pense, ce qui fait le prestige du Stade toulousain. J'ai rarement senti un club, une équipe aussi en maîtrise, aussi sereine, aussi sûre d'elle. Par contre, est-ce qu'il va y avoir un contre-coup après cette saison qui a été longue avec 2 titres? Est-ce qu'il va y avoir un petit relâchement? C'était le cas en 2021-2022. Maintenant, à voir si ça va continuer. Je pense en tout cas qu'il y aura des beaux duels la saison prochaine parce que tout le monde va vouloir les crever. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec ce bilan, avec ce conseil de classe. N'hésitez pas à me dire vos ressentis en commentaire. J'ai essayé de condenser au maximum, je peux pas tout résumer. Mais voilà, maintenant on va passer au 15 de la saison. Mais avant cela, je vous prends 30 secondes pour vous parler du partenaire de la vidéo qui est Segway 9bot qui m'a envoyé une de leurs trottinettes pour que je puisse la tester. Il s'agit de la F2+, c'est la première fois que j'en utilise une. Ce que j'ai aimé, c'est d'abord sa grande autonomie qui peut aller jusqu'à 55 km. Elle dispose d'un moteur costaud d'une puissance de 800 watts, ce qui lui permet d'assumer sans problème des pentes à 20%. Perso, je fais quasi 100 kg et il n'y a eu aucun problème, vraiment aucun souci de ce côté-là. En plus, elle respire la solidité, on sent que c'est robuste, franchement vous pouvez y aller. Et le gros point positif de cette trottinette, c'est l'accent qui a été mis sur la sécurité. Puisqu'elle est dotée de clignotants, c'est simple et hyper pratique. Vraiment, c'est tout bête. Je me demande même pourquoi est-ce qu'on fait pas ça partout sur les vélos et aussi sur les trottinettes.
parce que c'est trop bien, c'est trop pratique, ça permet d'éviter plein de dangers. Donc vraiment pour moi, c'est l'un des plus gros bons points de cette trottinette. Elle dispose aussi d'un système TCS, en gros, qui évite de déraper sur la chaussée lorsqu'elle est humide. En gros, ça compense le dérapage pour éviter de patiner. Et quand on voit les tonnes de flotte qu'on se prend en France, c'est vraiment pas inutile. Et pour ceux qui sont sur iPhone, sachez qu'elle est localisable grâce à l'application Apple Find. Donc c'est pratique si jamais vous vous la faites voler ou si tout simplement vous avez un trou de mémoire et que vous savez plus où vous êtes garé. Donc merci à Segway pour ce cadeau. La Segway F2 Plus est actuellement en promo à 499€ au lieu de 549€ chez Decathlon grâce au lien que vous pourrez trouver en description. Bon, maintenant, le 15 du top 14, je précise que je ne pris en compte que la saison régulière, ça prend pas en compte les phases finales, sinon il y aurait beaucoup trop de clubs restreints sur ce 15-là, et il y aura forcément pas beaucoup de Toulousains, parce que Toulouse a fait beaucoup jouer de joueurs, il y a eu beaucoup de rotation dans l'effectif, et au final, quand on prend les minutes jouées dans le championnat, il n'y a pas beaucoup de Toulousains qui sont dans les premiers, et donc j'ai préféré en fait faire un 15 avec les joueurs qui ont le plus joué dans ce championnat. On commence avec la première ligne, à gauche, j'ai pas mal hésité entre le Toulonnais Dani Priso et le Clermontois Georges Beria, mais je vais finalement partir sur le Parisien Abramashvili. Il a concassé tous ses adversaires en mêlée fermée cette saison, et il n'est pas du tout étranger à la montée en puissance du pack parisien. Au talon, je prends Cramon, le Toulousain, qui a parfaitement assuré la rotation avec les internationaux Marchand et Movaca, et si Toulouse a tenu la baraque durant les phases internationales, c'est notamment grâce à lui. À droite de la mêlée, j'aurais adoré mettre Ben Tameifuna, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, et je trouve qu'il a passé un step cette saison encore une fois avec Bordeaux, mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté du phénomène Tevita Tatafou, le Bayonnais, qui est un joueur qui m'a aussi tapé dans l'œil. Il est puissant, mobile, fort en mêlée, j'attends avec impatience qu'il soit enfin sélectionnable avec les Bleus, ça devrait pas trop tarder. En deuxième ligne maintenant, qui d'autre que Staniforce, le castré. Meilleur plaqueur de la saison, c'est depuis plusieurs années le cheval de la bourre des Tarnais. Discret, joueur de l'ombre, actif dans les tâches obscures, c'est vraiment le genre de joueur qu'on adore avoir dans son équipe, qui est un facilitateur et qui permet de mettre tout le monde dans l'avancée. Et je le verrai bien accompagné de Dave Ribbons, le Toulonnais. Véritable poutre du pack varois, il a été d'une constance remarquable, et je pense que si Toulon a retrouvé un pack conquérant cette année, c'est aussi parce qu'il comptait dans son rang Dave Ribbons. En troisième ligne maintenant, attention, ça se bouscule. Pour les flanqueurs notamment, j'ai pas mal de monde. Évidemment, je pensais à Judicaël Cancorier, qui est pour moi la meilleure recrue de La Rochelle cette saison. J'ai vraiment été impressionné par son rendement, par son activité, beaucoup plus fort qu'à Clermont, mais je pense qu'on peut laisser la place à Romain Briat. Certes, il est moins flamboyant, il est moins actif ballon en main, par contre c'est un véritable leader, c'est un leader dans le combat, c'est un leader, je pense aussi dans les paroles, dans la manière dont il connaît son groupe parisien, et je pense que si le Stade français est allé aussi loin cette saison, c'est aussi parce qu'ils avaient des joueurs du cru qui ont permis de faire monter l'équipe. De l'autre côté, toujours en flanqueur, j'ai évidemment pensé au Toulousain Castro Ferreira, vraiment c'est un joueur qui impressionne pour son jeune âge, c'est l'un des meilleurs marqueurs avec Toulouse, il fait une deuxième partie de saison de bâtard, vraiment trop fort. Mais je pense aussi que l'Oyonaxien Kevin Le Breton mérite amplement la place, et c'est à lui que je vais la donner, parce que c'est le meilleur gratteur du championnat, c'est le 3e plaqueur. Si Oyonnax a coulé cette saison, lui en tout cas il est monté en puissance, il a jamais rien lâché jusqu'au bout, donc bravo à Kevin. Bravo Kevin, voilà, tout ce que je peux dire, bravo Kevin. En 8, je pense qu'on est obligé de mettre Tatafou, l'autre Tatafou, celui de Bordeaux, pas celui de Bayonne, mais il s'appelle aussi Tevita, enfin bref c'est un bordel. Ultra dominant, c'est l'avant qui a cassé le plus de plaquages et qui a parcouru le plus de mètres ballon en main cette saison. C'est une véritable pépite qui s'est parfaitement adaptée au plan de jeu de Yannick Bru. À la charnière maintenant, j'aurais adoré passer les rênes à Maxime Lucu parce que voilà, vous savez que j'adore ce joueur, mais je me dis que autant laisser la place à Baptiste Couillou qui est le meilleur marqueur de la saison avec 17 essais inscrits. Je pense que c'est en partie grâce à lui que le Loup a réussi à se tirer hors de la zone des relégables et je pense que ses partenaires lui doivent beaucoup. Et je l'associerai au demi d'ouverture perpignanais Jake McIntyre qui a catalysé le jeu des Catalans. Ouais, c'est pas facile à dire ça, catalyser le jeu des Catalans. En permettant aux siens de remonter dans le classement pour sortir de la zone de danger, c'est pour moi le 10 parfait pour l'USAP, vraiment changez pas. Au centre, en 12, comment passer à côté du mur Jérémy Ward. Le centre parisien s'est illustré par ses nombreux timbres qui ont permis à son équipe d'étouffer ses adversaires. Pour moi, c'est le meilleur défenseur du championnat avec Peter Aki. C'est assurément l'un des patrons du Stade français. Et en 13, j'avais pas beaucoup d'idées, pas de choix clair, je pense que je l'associerais quand même à Emilien Gaëton, le Palois. Il a été peut-être moins insaisissable que la saison dernière où personne l'attendait, là il était beaucoup plus surveillé, mais il demeure tout de même le 3e franchisseur du championnat, et je pense qu'il a pris une part active dans le très très bon début de saison de la section paloise. Et ça tombe bien parce qu'aux ailes je verrai un autre Palois avec Atis Ogbe, meilleur franchisseur, plus grand nombre de mètres parcourus, il a pris tout le monde de vitesse cette saison, et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de le voir en bleu, et ça devrait
se faire parce qu'au moment où on sort la vidéo, je pense que ce sera aux alentours du premier test match France-Argentine. Et sur l'autre aile, j'ai longtemps hésité avec Damien Penaud parce que 3e meilleur marqueur, parce que c'est un joueur que j'aime bien, parce que il a marqué des essais de très grande classe cette saison, il a été comme un poisson dans l'eau dans le jeu de l'UBB, mais je me dis aussi que Tavité Viredamou mérite amplement, c'est le 3e meilleur marqueur, 12 essais, 4e meilleur joueur aussi en termes de plaquage cassé, c'est très costaud, il a un profil hyper puissant, hyper explosif, qui a permis de débloquer beaucoup de situations du côté de Perpignan. Et enfin, en 15, pour couvrir le fond de terrain, je donne le poste à Romain Buros. Ça a été l'un des rares escapés de l'UBB durant les doublons, j'ai adoré sa longueur dans le jeu au pied et surtout ses prises de balles hyper tranchantes, il a cette capacité à prendre les intervalles avec beaucoup de vitesse et c'est vraiment ce que j'aime chez ce joueur là, il est très racé, il a une manière de course qui est très rapide, j'adore ce style. Après il y a aussi Léo Barré évidemment à qui j'aurais pu donner le maillot, mais je trouve qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens dans le jeu du Stade Français, je trouve qu'il lui manque encore peut-être un petit peu de maturité, mais surtout il faut que le jeu soit plus adapté pour lui, on sent qu'il était frustré et qui donne pas encore tout son potentiel. Donc j'attends de le voir, mais Léo Barré est très très fort aussi. Donc voilà, c'était mon 15 de la saison. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez d'autres joueurs qui vous viennent à l'idée? C'est très subjectif aussi, hein. J'ai pas vu tous les matchs, je le rappelle, et il y a beaucoup de choix qui sont faits parce que j'aime bien les joueurs aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous auriez choisi à ma place, et j'ai hâte de lire tout ça. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, et de me dire en commentaire vos choix. Moi je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir regardé, bye l'Ovalie.